Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello, c'est Johanna, je te souhaite la bienvenue dans Nous, les investisseuses, le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Bon, bienvenue Samuel dans Nous, les investisseuses. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci, tout plaisir est pour moi. Je vais commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Donc Samuel, moi je t'ai rencontré dans l'association Black Network où tu es directeur adjoint de l'association. Depuis plusieurs années, tu es intégré à l'association. Moi, ça fait un petit peu moins longtemps. Et avant ça, tu étais conseiller en gestion de patrimoine dans un cabinet pendant 5 ans en tant qu'indépendant. Et tu as même fondé Docteur Patrimoine, un service d'accompagnement pour la gestion de patrimoine des particuliers. Mais depuis quelques mois, donc je crois que ça fait 6 mois, tu t'es réorienté vers l'univers des cryptos puisque tu es maintenant consultant blockchain. Et puis, j'ai pu assister au salon Africa Business 2022 où tu as été panéliste à la conférence Économie Crypto Africa, comprendre les nouveaux enjeux économiques de l'Afrique en développement. C'était super intéressant. Et il y avait un peu, je trouvais qu'il y avait un peu de scission entre la génération Y, on va dire, avec les anciens. Vous n'aviez pas forcément le même point de vue et c'était super intéressant des discussions. Mais tu fais aussi de l'intervention dans des écoles sur toujours la thématique de l'univers des cryptos. C'est comme ça que je l'appelle, puisque c'est très vaste, les cryptos. Il y a les cryptos, la blockchain, les NFT, bon, il y a plein de choses. Et voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, des cryptos et aussi de l'impact que peut avoir ces monnaies-là sur l'économie d'un pays, par exemple. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que cette présentation, elle te va ou tu voulais compléter? Très bien, très bien. Juste les cryptos, ça fait un peu plus, ça fait maintenant 1 an. Plus de 6 mois, ça fait 1 an que je suis, ça va faire 1 an dans 1 mois. Donc, bientôt 1 an. D'accord. J'ai regardé un petit peu sur LinkedIn et puis on en avait parlé. Tu m'avais dit que tu allais basculer, mais quand tu as basculé officiellement, mais sinon, ça faisait plus longtemps que Ouais. tu t'intéresses. Non, j'ai fait d'autres missions un peu avant, ouais, c'est ça. En fait, je suis formé dessus, ça fait un peu plus de 5 ans. Non, je m'intéresse à ça, ça fait un peu plus de 5 ans. Je me suis formé dessus pendant le confinement. Ça a été le moment dans lequel je suis formé dessus à fond, donc en 2020. Et j'ai vraiment commencé à prendre des missions et à travailler sur le sujet à partir de fin mars 2022. D'accord. Du coup, tu réponds un petit peu à ma question. Pourquoi tu t'es réorienté vers les cryptos et quelle est ta vision en fait sur l'avenir des crypto-actifs, voilà, des crypto-actifs en général pour l'avenir, quoi. Je vois. Alors, pourquoi moi je me suis réorienté dans le domaine des cryptos? Essentiellement lié au fait que, à la base, comme tu l'as bien dit, j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Ça faisait 5 ans que je faisais ça. J'arrivais à un moment où, au final, j'ai bien aimé le travail de gestion de patrimoine. J'étais dans un super cabinet qui me donnait les moyens de mes ambitions, mais je m'y retrouvais pas et je me sentais pas au mieux dans ce domaine-là. C'est un domaine que j'avais choisi un peu parce que quand je suis sorti d'école, c'était un domaine qui payait bien. Du coup, je me suis dit que j'allais aller là-bas, mais ça n'a pas été forcément ma passion. Mais c'est quand même un domaine qui m'a donné qui sont inestimables, vraiment qui m'ont beaucoup construit, qui m'ont vraiment fait comprendre euh, comment fonctionnait vraiment l'argent. Donc, à partir de ces connaissances-là, il y a aussi le lien donc avec les cryptos et la blockchain. La manière dont moi je suis rentré dans les cryptos et la blockchain, je suis rentré essentiellement d'un point de vue aussi financier. En vrai, je suis intéressé depuis 2017, donc lors du bull run de 2017. Ça m'intéressait, j'étais intéressé par ça, mais je regardais un peu de loin, je comprenais le truc, mais lorsque il y a une grosse différence, lorsqu'on met son argent dedans, ou pas du tout, il y a vraiment une très grosse différence. Du coup, là, j'ai vraiment mis mon argent à partir de 2020.
Et à partir de 2020, je passais à peu près 1 à 2 heures par jour à regarder un peu les marchés, à essayer de me documenter sur le sujet, à comprendre le sujet, à voir comment est-ce qu'il fonctionne et autres. Et j'ai commencé à me passionner vraiment du sujet, notamment par rapport à tout ce qui est en lien effectivement avec les crypto-monnaies, parce que il y a la technologie blockchain qui permet beaucoup de choses, et il y a la crypto-monnaie et la DeFi, donc la finance décentralisée, qui sont encore une autre partie qui permettent aussi d'autres choses. Et en fait, il y a tellement de technologies qui viennent, il y a tellement de solutions. Je trouvais que c'était un milieu qui, moi, me permettait d'assouvir ma soif de connaissances, ma soif de stimulation intellectuelle. Et c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Et plus on avance, et à chaque fois, il y a toujours des choses à voir, à comprendre, à itérer. Donc, c'est comme ça que j'ai fait juste parce que quelque chose me passionnait beaucoup plus. Et dans la gestion de patrimoine, j'étais dans un creux, j'y arrivais plus aussi professionnellement, je me sentais plus forcément à ma place, c'était un palier à franchir et je me voyais pas le franchir, donc j'ai préféré me réorienter. Et comme je suis jeune, voilà. Ben, tu as bien fait. Et en fait, c'est marrant qu'on parle de ça aujourd'hui parce que moi, ma première réunion de famille avec Black Network, on avait parlé des cryptos. Et c'est un sujet qui m'intéressait, mais que je voyais de loin. Et en fait, il y avait un groupe de gars et tout qui parlaient à fond dedans et tout. Et j'étais là, je fais, ah, mais c'est super intéressant. Ils étaient en train d'expliquer vraiment que non, mais les cryptos, c'est pas l'histoire de juste la monnaie, c'est vraiment la blockchain, l'innovation intellectuelle et tout, technologique. Et du coup, moi aussi, c'est ça qui m'a donné envie de creuser sur le sujet. Et que j'ai commencé, je crois, juste après à investir parce que j'avais commencé à bien comprendre ce que c'était. Donc, je comprends totalement. Et puis, quand tu fais un métier, bah, ouais, et surtout quand tu es indépendant, il faut être un passionné. Et c'est sûr que l'univers crypto, comme je l'appelle, hein, je dis univers, c'est très large. Il y a plein de voies encore qu'on n'a pas encore foulées. Et effectivement, je trouve qu'il y a la place pour tout le monde déjà. Si on s'intéresse, on est curieux, eh ben, il y a moyen d'intégrer ce milieu-là. Et j'ai fait un épisode qui sortira après cette interview avec une personne justement qui est aussi dans la blockchain. Et on parlait de toutes les possibilités. Et en fait, c'est pas des possibilités qui sont détournées, mais c'est juste, c'est tellement nouveau que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu sais, on parlait des smart contracts avec du côté assurantiel, tout ce qu'on peut faire. Enfin, moi, je trouve que Mhm. vraiment, cette technologie-là, en tout cas de la blockchain, elle peut nous apporter énormément de choses et nous faciliter notre quotidien, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Ça peut être hyper transparent pour eux, mais enfin, grâce à la technologie, on peut améliorer pas mal de choses. Et sur des domaines, on a parlé de l'agriculture et tout, c'était hyper passionnant. Donc, je suis trop contente de faire cet Ouais, épisode-là. Tu voulais ouais. dire? Non, non, je trouvais ça super intéressant. Après, l'un des points aussi avec la blockchain, ce qui est vraiment cool aussi en tant que passionné, c'est que moi, ce que j'aime bien aussi dans la blockchain, c'est que là, actuellement, il y a presque que des passionnés qui bossent dedans. Comme c'est un nouveau secteur, c'est un secteur où les gens qui ne sont pas trop sûrs, ils vont se dire, ouais, mais j'entends tous les jours. Ouais, mais la blockchain, c'est pas mort. Non, t'inquiète pas, on est en train de travailler sous les radars. C'est le meilleur moment de travailler. C'est le moment où tu as le moins de personnes dessus. Il n'y a pas de bruit qui vient te distraire. Là, on est vraiment sur la blockchain. Il y a quand même ce besoin de bien comprendre cette technologie, de bien comprendre les tenants aboutissants. Moi, ce que j'aime bien aussi avec la crypto, c'est que c'est un aspect de la blockchain, l'aspect un peu le plus financier, et la crypto en soi, ça se réfère très proche, c'est très proche de ce qu'on voit dans le monde des actions. On croit dans un projet, on achète le token parce que il va y avoir dans le futur, en fait, c'est juste, est-ce qu'on croit que ce projet-là va être à succès dans le futur? Est-ce que la demande de ce projet va augmenter? Et après, il y a un autre aspect qui rentre en compte, donc, que les gens ne voient pas trop, mais à voir par la suite, ce sont les tokenomics. C'est comment est-ce que les tokens évoluent? Comment est-ce que, quelle est la supply de ces tokens? Est-ce que ces tokens-là vont faire qu'au bout d'un moment, l'offre disponible sera inférieure à la demande? Et donc, si à ce moment-là, l'offre disponible est inférieure à la demande, forcément, le prix du token va augmenter parce que les gens vont vouloir l'utiliser. Et donc, c'est comprendre
est-ce que ce token-là va avoir une utilité? Est-ce qu'il répond à un besoin? Si oui, ok, j'investis dessus parce que je me dis que ça va être ça. Donc, c'est des mécanismes très basiques. Et ce qui est bien de travailler dans le monde de la blockchain, c'est qu'on travaille avec des gens passionnés. Parce que les gens qui comprennent et les gens qui sont dedans pour l'instant sont beaucoup de gens passionnés vu que c'est pas encore mainstream. Et quand ça sera mainstream, le travail sur lequel je fais dans la formation, quand ça sera mainstream, bah là, on travaille vraiment différent et on sera plutôt sur quelque chose d'un peu plus lisse. Ouais, je suis totalement d'accord. Et moi, quand j'explique aux gens, je dis, mais en fait, c'est hyper simple. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. C'est juste que bah, là, c'est des nouveaux termes, un nouveau vocabulaire, un nouvel environnement. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre. Mais en réalité, le côté financier, franchement, je le comparais à la bourse. C'est juste que c'est pas régulé. C'est le côté décentralisé. Mais après, sur tous les pans qui sont périphériques et qu'on va pouvoir développer avec les smart contracts, avec les NFT, avec plein de choses, là, ça va être vraiment intéressant. Et je comprends le côté où tu dis qu'il y a que des passionnés en ce moment, parce qu'en ce moment, bah, les cryptos, ils sont en négatif. Voilà, et c'est pas le meilleur moment pour le côté financier. Mais du coup, il y a des gens qui sont vraiment passionnés, qui sont vraiment dans le truc, qui peuvent travailler tranquillement, sans l'excitation du marché. À contrario, ouais, je reviens juste sur un point. C'est pas le meilleur moment financier. Si, c'est le meilleur moment pour investir. Alors, c'est contre-intuitif parce que tout le monde veut, on est tous des moutons. Je me mets dedans hein, parce que, à titre personnel, une petite histoire, hein, j'ai mis de l'argent dedans. J'ai commencé avec 200 euros. 200 euros, c'est devenu en quelques mois. J'ai rajouté encore plus d'argent dedans. Je suis parti de 10 000 euros. De 10 000 euros, je suis rapidement monté à 50 000 euros. Et j'ai des amis qui peuvent en être témoins. 50 000 euros à peu près d'un mois, un mois et demi, même ouais, moins d'un mois, 50 000 euros. En 2 heures, je suis passé de 50 000 à 20. J'ai perdu 30 000 euros en 2 heures. Et pas juste le cours est redescendu et je peux attendre. Non, vraiment, je suis pris pour je ne sais qui et j'ai perdu très rapidement. Donc, je fais Non, mais aussi est-ce que partie tu de as ces vraiment moutons perdu parce ou que je me suis t'as pris pas cette claque. vendu? J'ai vraiment perdu. Si, en fait, j'ai été liquidé. Exactement, parce que j'ai fait des effets de levier et Ah oui, chose à d'accord. ne pas faire. Ouais. C'est aussi ce qui m'a amené à avoir une très belle plus-value rapidement, mais je suis arrivé à un point où j'étais imbu de ma personne. Très clairement, on va dire, j'ai été prétentieux. Je me disais que, oh là, en période de bull run, je suis trop fort. En un mois, je suis parti de 10 000, je suis à 50 000. Tu me laisses encore, avec ces 50 000 là, tu me laisses encore 2, 3 mois, je suis à 500 000. Voilà. Et donc, j'ai commencé à ne plus respecter mes propres challenges, mes propres garde-fous ou moi-même mes propres calls. C'est-à-dire que j'avais une stratégie et j'ai commencé à me dire non, mais je vais le faire au freestyle. Et pile poil au moment où je fais au freestyle, bah, c'est le moment où il fallait pas. Et au final, je me suis pris des grosses claques. Et alors que, en plus, a posteriori, j'ai regardé mes stratégies. Et mes stratégies, si je les avais respectées exactement comme ce que j'ai noté, à cette période-là, au lieu de faire moins 30 000, j'aurais fait plus 110 000. Mais parce que je n'ai pas respecté ma stratégie, parce que j'ai pensé être le plus fort, le plus intelligent ou quoi que ce soit, le marché m'a réellement remis une petite couche pour être humble. Et au lieu de gagner, bah, j'ai perdu. Donc, c'est un truc. Et donc, tout ça pour revenir sur le fait que actuellement, c'est très contre-intuitif. Le marché au plus bas, les gens se disent oui, mais est-ce que ça va remonter? Et en fait, les gens vont surtout réagir au FOMO, Fear of Missing Out. Donc, à ce moment où les marchés vont monter, ils vont dire ah, c'est le moment de mettre. Et c'est aussi ça qui fait que les marchés montent d'un seul coup. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsque le marché va monter d'un seul coup, beaucoup de gens vont réussir pour mettre de manière déraisonnée. Et c'est ça qui va faire que le marché va monter très vite. Donc, si des gens veulent rentrer dans la blockchain, il n'y a jamais meilleur moment que maintenant. Et même si ce podcast, les gens l'écoutent d'ici 2 ou 3 ans, en plein milieu du bull run, bon, en plein milieu du bull run, faites attention. Mais si c'est quelque chose sur le long terme, vous le gardez, par exemple, c'est sur une épargne sur le long terme, n'hésitez pas, ce qu'on recommande toujours, c'est le DCA, Dollar Cost Average. C'est je mets une somme fixe tous les mois, les semaines, les 10 jours, les 20 jours, en tout cas à une période fixe, de sorte à faire ce qu'on appelle lisser le risque, faire en sorte que le risque
soit lissé sur le temps et au fur et à mesure. Là, en tout cas, moi, je trouve que le marché est encore bas, même si je pense, à titre perso, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas encore comment ça va se passer cette année. Je suis pas contre un. Je pense qu'il peut se passer un petit retracement, une petite correction encore dans l'année avant de repartir. Et je pense très clairement que l'année va être une année assez intéressante pour les blockchains. Donc, en fait, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as fait du trading, puisque tu as fait de l'effet de levier. Et donc, du coup, forcément, tu peux gagner beaucoup plus, comme tu peux perdre plus que ce que tu as misé. Donc, je suis pas sûre, je sais pas si tu fais du trading avec des investissements classiques J'ai boursiers. arrêté. OK. Voilà, c'est pour ça. Et en fait, Alors, tu fait. Oui. avant, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'avais le portefeuille de mes clients, donc j'avais plusieurs quelques millions d'euros sous gestion. Et je gérais un peu cette partie-là. En grosso modo, en fait, tu fais des allocations, tu les places sur des fonds, et ce sont ces fonds-là qui font un peu toute cette partie-là. Donc, tu gères quand même une certaine allocation, de sorte à ce que cette allocation, donc la somme que ton client confié, puisse correspondre à son profil d'investisseur, et des fonds vont placer ça. Donc, c'est pas du daily trading, c'est vraiment juste de la gestion de portefeuille. Maintenant, dans la blockchain, là, j'étais vraiment rentré dans du trading au jour le jour. Euh, j'ai arrêté à un moment parce que je me suis aussi rendu compte que ça dictait mon humeur en fonction de mes journées. C'est-à-dire, lorsque je faisais des journées où j'étais en plus-value et que j'avais fait des bons trades, bah, j'étais heureux, j'étais bien, tout se passait bien. Par contre, lorsque je faisais des journées où j'avais perdu de l'argent, euh, j'arrivais pas à le décorréler. C'est-à-dire que même si ma journée était top, mais comme j'avais perdu de l'argent, je me sentais pas super bien. Et donc, j'ai très vite compris un peu ce mécanisme et je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, j'arrête le trade journalier et je me concentre juste sur de l'investissement long terme. Et le trading journalier, on arrête parce que, en fait, ça a un impact sur ma santé mentale. Donc, en fait, au final, ben, c'est tes émotions qui te guidaient, alors que, comme on dit, l'ennemi de l'investisseur, c'est lui-même. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, on se fait guider par nos émotions et on n'a pas des décisions rationnelles. Et même toi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu t'es fait avoir parce que, voilà, on est des êtres humains. Et comme tu l'as dit, si tu Mhm. avais suivi ta stratégie qui était factuelle, tout était cadré, sans émotion, tu aurais gagné, en fait. Et en fait, c'est ça que je faut montrer aux gens, c'est que il n'y a pas besoin de s'y connaître, de faire des trucs compliqués pour gagner de l'argent, pour faire fructifier son argent. En appliquant des stratégies simples, plutôt passives, là, tu peux vraiment ben voilà, faire fructifier ton argent et on n'est pas en train de chercher à avoir des millions, pourquoi pas, mais c'est sans stress. Voilà, on décorrèle ses émotions des résultats. Et moi, honnêtement, sur les cryptos, je suis en négatif, mais je m'en fous, tu vois. Parce que j'ai investi, bon, j'ai pas encore fait du DCA, mais donc du progressif, mais ça, c'est un truc où je me dis, bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Là, je commence un peu plus à me renseigner sur le milieu du Web3, mais moi, mes cryptos, quand je les ai achetés, c'est dans une démarche de me dire, je les lègue à mes filles, en fait. Donc, en vrai, c'est du très, très long terme, mais je m'en fiche. Je me dis, là, c'est en négatif, mais honnêtement, le Bitcoin, je crois que j'ai vu, il est à 22 000. Je ne crois pas qu'il va rester à ce montant-là. Je pense que ça va augmenter. Et puis, sinon, c'est pas grave. J'ai mis une somme qui n'était pas importante, une somme que j'étais prête à perdre parce que c'est un investissement, voilà, c'est un actif très risqué. Bah, il n'y a pas de souci. Si c'est perdu, c'est Mhm. perdu. Moi, j'ai d'autres C'est investissements ça. en immobilier, en bourse, sur lequel je sais qu'il n'y a pas de souci. Ça prendra de la valeur dans le temps et on ne se stresse pas. Donc, effectivement, tu montres Mhm. bien, même qu'en étant professionnel, ben, on reste toujours des humains. Et on peut se faire avoir Totalement. par ça, par des émotions. Donc, c'est bien d'être formé, mais derrière, c'est bien de faire des choses hyper basiques, du passif, et au final, ça marche. Il n'y a pas de secret. Mais la plus grande formation, je pense, pour moi, je dis que j'ai entre guillemets perdu, je dis entre guillemets parce que pour moi, c'est le prix de ma formation. Je le prends de cette manière-là. Je dis c'est une formation qui m'a coûté 30 000 € pour apprendre à gérer mes émotions, pour apprendre pour mettre à la lumière le fait que mes émotions peuvent être mon entre guillemets mon pire adversaire. Effectivement, même si on est professionnel, même s'il y a quoi que ce soit, faire très attention à nos émotions et à la manière dont on fait les choses. Ouais. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et
30 000 euros, ça peut paraître énorme pour une formation, mais au final, c'est rien parce que je me dis que si tu avais gagné peut-être 500 000, tu serais allé encore plus loin. Ça t'aurait fait gonfler l'ego et tu aurais peut-être perdu beaucoup plus. Donc, au final, 30 000, c'est rien parce que là, cette leçon-là, tu l'as appris à vie, en fait. Totalement, totalement. Du coup, on va continuer. Je voulais un petit peu parler plutôt de l'impact des cryptos sur, donc là plutôt des crypto-actifs, crypto-monnaies sur les économies des pays. Donc là, on a vu qu'il y a le Salvador, le Panama et la République de Centrafrique qui sont les premiers pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Et je voulais que tu nous parles un peu plus du projet de monnaie numérique de la Centrafrique, parce que tu en avais parlé lors de la conférence Business Africa. Mhm. Et est-ce que tu sais si cette monnaie qu'ils ont créée, que le pays a créée, est-ce que ça a eu un impact sur la vie des Centrafricains ou est-ce que ça en est du projet? J'ai pas trop regardé, j'ai regardé un petit peu, mais est-ce que tu peux nous faire un petit état et nous expliquer pourquoi la Centrafrique a décidé déjà de reconnaître le Bitcoin et pourquoi après ils ont décidé de créer leur propre monnaie? Ok. Par rapport aux monnaies, ceux qui ont décidé de mettre en place le Bitcoin, le premier donc c'était le Salvador, qui était plus lié aussi à une politique nationale, une volonté aussi un peu de sortir du dollar. Et après il y a certaines économies qui font ça aussi par nécessité, parce que la fluctuation de leur monnaie ne leur permet pas de bien de savoir après du jour au lendemain ou même de bien vivre. Donc le fait d'avoir une monnaie autre sur laquelle il pouvait avoir un impact, malheureusement, ils sont quand même rentrés dans la période, donc un peu dans le pic du bull run. Donc c'était un peu dur à encaisser pour le Salvador. Pour la Centrafrique, je pense qu'on l'a tous rêvé en tant que pays d'Afrique, euh, le fait d'avoir une liberté économique. Là, c'est aujourd'hui on a le franc CFA. Le franc CFA, on va pas s'étayer dessus. On sait tous que le franc CFA est imprimé en France. Même si on veut changer le wording de base des le franc des colonies, déjà le fait que ça s'appelle encore franc, déjà simplement. Euh, euh, le français, chez colonie, Ouais, ça veut dire le franc des colonies françaises africaines, un truc comme ça, ou je sais plus quoi. voilà, un Mais truc en comme gros, ça. c'est imprimé et C'est ça. géré en France. Et un pays qui n'a pas la main mise sur sa monnaie, c'est pas un pays qui est libre et qui peut se développer économiquement correctement, en fait. C'est ça que On c'est n'a ça la pas, le problématique qu'il y a problème en de ce ça, c'est qu'il moment y a pas, sur. ouais, Ouais. c'est ça. Il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de possibilité au gouvernement de pouvoir euh, financer lui-même via de la dette l'économie du pays. Il n'y a pas de- il n'y a pas d'économie monétaire. Il y a certes une économie budgétaire, mais pas monétaire. Il faut savoir aussi que la plupart des capitaux de ces pays-là sont obligatoirement mis en termes entre guillemets, on appelle ça des collatéraux, euh, en France. Donc, au final, il y a tout un truc qui fait que pour les pays d'Afrique, on est juste les grands perdants. Donc, je pense que tous les pays d'Afrique ont rêvé de ça. Kadhafi avait voulu mettre ça en place. Ça n'a pas abouti. On parle de l'écho, mais l'écho étant juste au final un changement de wording toujours, mais qui garde la même chose que le franc CFA. Je pense que tout le monde a rêvé un peu de ça. La Centrafrique a profité d'un flou plus ou moins juridique lié à la CEMAC. Et c'est les groupements d'Afrique centrale et de la Banque centrale, la Banque centrale de l'Afrique centrale pour pouvoir en fait placer le Bitcoin comme étant une monnaie, a mis en place ce qu'on appelle le Songo Coin. Songo Coin où moi je n'ai pas travaillé personnellement là-dessus, mais j'ai regardé un peu d'assez près cette partie-là. Le point du Songo Coin, c'est qu'il est quand même sujet à de très gros challenges. Euh, Lors d'une conférence que j'ai fait il y a quelques semaines, on parlait notamment du fait que les pays d'Afrique, au-delà du Web3, qui peut apporter beaucoup de solutions, la réalité, c'est que il y a des solutions qui doivent être apportées en physique, en réel. Parce que le Web3 dépend quand même d'une connexion Internet,
d'électricité, de ci, de ça. Et en fait, il y a des challenges qui sont déjà à résoudre avant même de pouvoir mettre ces derniers-là en place. Donc, dans une économie globale, ça peut être intéressant, mais pour le centrafricain au jour le jour, il y a des problématiques primaires auxquelles on va devoir d'abord répondre avant de pouvoir lui permettre d'utiliser au mieux ce Sango coin-là. Donc, des problématiques liées à l'électricité, des problèmes liés au réseau Internet, ce genre de choses-là. Mais ça peut être en tout cas source de croissance dans le futur. Mais pour l'instant, il faut d'abord revenir déjà à des fondamentaux de base. Il y a une phrase qu'un panéliste m'avait donné, Arthur, que je trouvais ça vraiment drôle, c'était le Bitcoin ne fait pas le café. Donc, au bout d'un moment, on a beau avoir se gargariser de tout ce que ça peut permettre, essayer de sortir des solutions ultra technologiques pour pouvoir répondre à des problématiques. Parfois, il y a des problématiques, elles n'ont pas besoin de solutions technologiques. Il y a des gens, ils ont faim. Pour ça, faut juste faire à manger, faut juste faire de l'agriculture. Donc, revenir. Et si on part sur des principes aussi de base, il y a le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Il faut développer les choses dans l'ordre. Secteur primaire, répondre aux besoins primaires, par exemple par rapport à la pyramide de Maslow, et petit à petit développer des industries et autres. Mais si on veut directement développer par secteur tertiaire, bah, on bâtit en fait une maison sur du sable et on risque pas d'aller super loin. Donc il y a quand même des challenges à travailler en amont, et ce que la Centrafrique a très bien compris, et qui va prendre du temps, mais qui, je pense, en tout cas, il y a un certain leadership dans le pays qui est assumé et qui est bien pris en amont et qui souhaite réellement à ce que les choses avancent. Donc, j'ai pas de doute que bien entouré, la Centrafrique va pouvoir faire de belles choses et potentiellement être leader sur ce sujet-là dans le monde. Bah, il y a plusieurs points sur lesquels je voulais revenir. Déjà, de réexpliquer un peu aux personnes qui nous écoutent que aujourd'hui, c'est vrai que en tout cas, moi, dans mon pays, je suis originaire du Togo, donc en Afrique de l'Ouest. Donc, nous, on a la CEDEAO, l'Afrique centrale, donc les pays de l'Afrique centrale, donc il y a le Gabon, le Congo, etc., le Cameroun, la Centrafrique, donc eux, c'est la CEMAC. Donc, il y a le franc CFA, c'est pas le même franc CFA en plus. J'avais halluciné quand j'avais appris ça, parce que moi, je connaissais pas trop la zone Afrique centrale, plutôt l'Afrique de l'Ouest. Et quand j'avais découvert que la monnaie, donc le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, n'était pas utilisable en Afrique centrale, j'avais trouvé ça aberrant. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est en France, on est dans une zone, on a la Banque centrale européenne. Aux États-Unis, ils ont aussi leur banque centrale. Quand il y a eu la crise Covid en 2020, les États, les banques centrales ont émis de la monnaie. La planche à billets, ils ont bombardé. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire en Afrique. Parce qu'on n'est pas dépositaire, on n'a pas la main, enfin les pays n'ont pas la main sur leur monnaie. Donc ça, c'est le premier point. Et dans le deuxième point que tu disais, je pense que tu voulais parler plutôt du côté Web3 plutôt que du côté vraiment uniquement monnaie, parce que la monnaie, avoir de l'argent et pouvoir, c'est vraiment un levier pour pouvoir se développer économiquement. Mais là, on parlait vraiment du côté Web3. Et effectivement, quand tu es dans des pays, tu veux mettre en place, oui, il y a le web décentralisé, le Web3, mais que tu as des gens qui ont des coupures de courant tout le temps, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas l'eau, effectivement, pour eux, c'est pas la priorité. C'est pas du tout la priorité. Les gens cherchent à manger, à se débrouiller, et l'écologie, tout ça, c'est pas leur problème en fait. Ouais, très clairement. Après, si l'écologie, ça peut être un sujet hein, très rapidement, si c'est bien incentivé, mais Mais pour les faut populations, je juste, sais en pas. fait, ouais, mais faut pas qu'on. Le problème qu'on a aussi, et même nous en termes de diaspora, qu'on a souvent, c'est cet aspect où on regarde les choses de notre prisme. Nous, on a des challenges, il y a certains challenges qu'on n'a pas, que au pays ils ont. Moi, j'ai vécu en Centrafrique plus jeune. Il y a des décisions que j'ai eu à faire lorsque j'avais 10 ans. Qu'un enfant de 10 ans aujourd'hui, en France, il y en a qui vivent vraiment dans des familles très défavorisées, n'ont pas que 95% des enfants en France n'ont pas à faire. Alors que en Centrafrique, même étant d'une famille aisée,
on a vécu des moments de galère qui étaient quand même intenses. Donc, euh, il y a il y a vraiment des mondes qui sont un peu différents. Et en tant que diaspora, souvent, enfin, je sais pas si ton audience, elle est plus orientée diaspora ou africaine, mais en tant que diaspora, on a souvent le truc de se dire, parce qu'on pense être proche de notre, de notre culture africaine, euh, que on sait quels sont leurs challenges. Je peux te garantir que lorsqu'on va au pays, on passe quelques jours et on va vraiment pour travailler. Moi aussi, je suis pris une claque hein, quand je suis reparti vraiment pour travailler et non pas juste pour les vacances ou quand j'étais jeune. Euh, c'est encore un autre monde que j'ai découvert. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus humble et qu'on apprenne beaucoup plus parce que venir et essayer avec bah, je pense qu'on l'a aussi hein, en tant que personne de la diaspora, ce petit syndrome du sauveur, euh, de se dire, ouais, avec mes belles idées, échanger les choses et de toute manière, ils vont voir, logiquement, ils peuvent que suivre ça parce que c'est notre logique à nous. Est-ce que c'est la même que celle du pays? Est-ce qu'on comprend leur logique? C'est un autre sujet. Effectivement, après, il y a des différences culturelles, même si on pense qu'on connaît la culture. Et c'est dans des groupes plutôt, ouais, je crois que c'était dans des groupes Facebook que je lisais un peu la dualité des gens qui disaient, ou bien dans des commentaires YouTube, tu sais, des fois sous des vidéos, les gens disent, non, mais vous vivez pas là, vous connaissez pas la réalité. Et effectivement, on a un point de vue, on a accès à certaines choses et on se dit, bah, il suffirait tout bêtement de mettre en place, alors qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Et effectivement, les problématiques sont différentes selon les zones. Il y a un réseau Black Network qui est Philippe Simo de Investir au pays, qui j'invite les gens à suivre parce qu'en fait, il montre la vraie réalité. Et Investir au pays, ça, sa chaîne, c'est mieux que des séries nigérianes, c'est incroyable à quel point il y a des rebondissements, à quel point il y a toujours des dramas, à quel point il y a des sujets euh, incroyables et des gens qui font preuve d'une. Je pense que lui, il montre vraiment la réalité de ce que c'est qu'investir au pays. Et souvent, les gens restent ici, on dit oui, on va envoyer de l'argent au pays, après on se fait arnaquer. Arnaquer parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait réellement. Non, mais après, je connais Philippe Simo parce que mon conjoint, il le suit à fond. D'ailleurs, hier, on regardait pas sa Mhm. vidéo, mais une vidéo de l'investisseur africain, Hervé, je crois qu'il s'appelle. Et Mhm. effectivement, en fait, lui, la différence, c'est qu'il a grandi au Cameroun, il est venu en France et il est reparti vivre. Et c'est vrai que si tu investis et t'envoies juste de l'argent, ben non, en fait, il faut être sur le terrain, voir comment ça se passe. Et c'est ce que fait, je sais pas si tu connais l'association Repat Africa. Et ben Mhm. le Mhm. fondateur, c'est ce qu'il fait. Il fait des voyages immersifs pour que, il a dit, il faut que vous veniez voir en fait Mhm. comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment les gens travaillent avant d'investir en fait, pour bien comprendre. Et effectivement, Mhm. ça nous viendrait pas à l'idée d'investir, je sais pas. Là, j'ai eu une invitée qui a investi aux États-Unis. Elle a dit, elle s'est toujours déplacée. Tu vas pas le faire que à distance. Donc après, il faut pas se plaindre si tu te fais arnaquer, parce qu'il y a aussi des arnaques en Totalement. Occident. Mhm. C'est comme si je disais aujourd'hui, on va aller acheter une maison ici et la maison existe, mais on n'est jamais parti la voir. Les amis, les chances que, même si on est en France, tu peux quand même te faire arnaquer. Hein. Donc, non, c'est très important. Et ça reste un projet entrepreneurial la plupart du temps. Notre place est au plus proche de notre projet. Oui, en Donc, fait, quand ouais, tu non, lances un projet que tu investis, tu as ta propre part de responsabilité d'être acteur ou actrice justement de ce projet-là. Moi, je voulais mhm. savoir, en tant que consultant blockchain, ben, c'est quoi tes missions, sur quel type de projet tu peux travailler, si tu peux nous parler de certains projets, pour qu'on puisse un peu comprendre, parce que c'est vrai que c'est des nouveaux métiers et Ouais. des gens ne savent pas forcément ce qu'on peut faire. Alors aujourd'hui, je travaille sur deux aspects. L'un, la partie formation, qui est l'une des choses qui me prend le plus de temps actuellement et que je développe. Je suis en train de développer en fait un accompagnement des écoles à la formation, donc faire ne serait-ce que des cours d'introduction à la blockchain pour vraiment permettre à aux étudiants d'apprendre qu'est-ce que c'est que la blockchain, notamment vu qu'elle est la blockchain, on peut si c'est un master en finance, bah, il faut partir dans la blockchain avec ça. Si c'est en direction artistique, déjà donné des cours à des masters en direction artistique. Si on est sur de la supply chain,
On peut faire sur ça, sur de l'innovation, il y a de quoi faire. Sur du management, il y a de quoi faire. En fait, il y a sur tous les aspects même de l'ingénierie, en fait, la blockchain, en tout cas un angle de la blockchain s'adapte à ça. Du coup, mon objectif, c'est de venir auprès des écoles, les aider à mettre en place des cours adaptés à leurs étudiants par rapport à ça. Idéalement, j'aimerais que avec certaines écoles, puisse carrément les accompagner sur la mise en place de cours, donc de diplôme blockchain. Ça, ce serait top, complet. Et pour pouvoir, en fait, amener vraiment de la formation là-dessus. Donc ça, c'est ce que je fais avec un angle un peu moins technique, parce que au final, il nous faut aussi des chefs de projet blockchain, des marketeurs dans la blockchain, euh, des, euh, des, qu'on appelle ça, des comptables dans la blockchain, parce que c'est des choses qui sont totalement différentes, c'est des paradigmes totalement différents qu'il faut comprendre. Du coup, là, je suis beaucoup dans la formation. En tout cas, c'est un angle que j'ai beaucoup pris. Et sinon, en tant que consultant, moi, ma partie dans le consultant, ce que je fais, pas mal sur les tokenomics, donc l'économie des tokens. Comment est-ce qu'on prépare un bon projet pour que l'économie des tokens et surtout l'aspect lié à la psychologie lié à l'adoption de cette blockchain. Et surtout, mon point de vue, c'est aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, tout le monde ne sait pas comment Internet fonctionne. Ça va être la même chose pour la blockchain. Je me casse pas la tête à expliquer aux gens comment est-ce que la blockchain fonctionne, parce que les gens ne veulent pas comprendre comment la blockchain fonctionne. Ce que les gens veulent, c'est un usage de la blockchain. Donc, lorsque je forme mes étudiants ou lorsque je fais du consulting, je fais du consulting pour pour des boîtes, je leur, euh, je les amène en fait à réellement proposer des expériences à leurs clients en améliorant leur service grâce à la blockchain, sans pour autant, si ce n'est pas nécessaire, parler de la blockchain. Si demain Western Union introduit la blockchain dans leur format et qu'au final, ils n'ont pas besoin que nous, on puisse être au courant, si ça les aide juste à être plus rapides, mieux faire les choses et à être moins cher, mais en fait, Western Union, ils vont pas dire oui, on fait de la blockchain, ils vont juste dire oui, on est moins cher. Voilà. Et les gens, parce qu'ils sont moins chers, pas parce qu'ils auront mis de la blockchain dedans. Les gens sont, on s'en fiche royalement si c'est de la blockchain ou pas. Ce que les gens ils veulent, c'est que mon argent, je l'envoie de point A à point B et que ça soit presque gratuit. Voilà. C'est tout ce que je veux. Et c'est ce que aujourd'hui offre la technologie blockchain. Beaucoup dans le monde de la blockchain, parce qu'on est des passionnés, veulent expliquer à tout le monde, oui, mais c'est ça l'innovation. Non, non. Venez, on trouve des pratiques, on accompagne, donc j'accompagne des professionnels qui veulent juste mettre en place quelque chose. Comment est-ce qu'on crée l'expérience de sorte à ce que l'expérience de l'utilisateur soit la plus fluide possible et qu'on améliore le service et qu'on réponde à un besoin. Et à partir de ce moment-là, par partie des clients qui me demandent de faire ça dans le monde de la blockchain, et au final, on n'a même pas besoin d'utiliser de la blockchain dedans. Et c'est même pas une nécessité d'utiliser la blockchain. Donc, tu es vraiment, que je dirais, que ce soit au niveau de tes interventions école ou de consulting, tu es vraiment sur des usages, parce que c'est ce que j'allais te demander, en fait, mais c'est tout étudiant, toute filière confondue, mais comment, en fait, ce milieu-là peut s'intégrer à leur pratique métier et aussi pour les usagers, pour les entreprises, comment est-ce qu'on peut, de toute façon, c'est ça, hein, comment on peut utiliser les technologies-là pour proposer de meilleurs services et aussi réduire les coûts? Parce que ce qu'on dit, bon, là, on a parlé parce que c'est quand même moins cher, il y a moins d'intermédiaires hein, quand tu passes par des smart contracts, etc. Mais c'est aussi instantané. Et ça, c'est hyper. Pour moi, c'est vraiment le cœur. En dehors des tarifs, c'est instantané. T'as pas de. Tu sais, là, tu as des marchés financiers, c'est fermé, ou tu as des bureaux, des machins, des trucs. Ben, les salariés rentrent chez eux au bout d'un moment. Alors que là, à tout moment, tu lances le truc. C'est immédiat, en fait. C'est quasi immédiat. Ça prend quelques secondes le temps d'être traité. Parce que c'est justement décentralisé et qu'il y a tout un réseau de mineurs, etc., qui travaillent jour et nuit dans le monde entier, justement, pour que le système puisse fonctionner.
Mhm. Et du coup, donc, c'est super bien ce que tu disais au niveau des étudiants, que tu n'as même pas besoin d'expliquer ce que c'est que la blockchain. Effectivement, aujourd'hui, on utilise Internet, mais honnêtement, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne dans le détail. Et effectivement, j'ai une invitée qui disait, tu n'as pas besoin de comprendre exactement comment fonctionne la blockchain pour travailler dedans même. Et au C'est niveau... vrai. Alors, il y a quand même une base. C'est oui, bien d'avoir une base. bah, en C'est détail. ce que moi, je préconise, avoir une base. Mais oui, aujourd'hui, je sais pas faire un smart contract et je ne ferai pas de smart contract parce que certes, par exemple, j'ai appris à coder tout seul, je me suis posé dessus. J'ai fait des trucs en ligne et j'ai appris à coder. Euh, si besoin est, je peux coder, mais ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas un développeur full stack, toutes ces choses-là. Du coup, j'ai appris juste pour avoir la compétence et comprendre lorsque je parle à des développeurs, mais ce n'est pas mon domaine. Donc, dans la blockchain, ça sera la même chose aussi. On peut être un marketeur, faut juste comprendre l'univers, comprendre la base, savoir de quoi on parle, mais après, on peut, désolé, on n'a pas besoin de tout connaître dans la blockchain pour travailler dedans. Non. Mais d'ailleurs, si on peut revenir sur les métiers, tu parlais de... là, je commence vraiment à me renseigner là-dedans et je vois des métiers de community manager, d'assistante virtuelle, de comptable. Et je me suis dit, mais comment? Apparemment, ce que j'ai compris, c'est que tous les métiers qui existent dans le Web 2, eh ben, ils existent aussi dans le Web 3. Mais c'est quoi la différence entre un comptable Web 2 et un comptable Web 3, vu que tu en as parlé tout à l'heure? Parce que là, pour le coup, ça ne me Alors, parle pas comme ça. comptable, là, c'est pas le plus simple à expliquer D'accord. parce que la problématique du comptable aujourd'hui, c'est que tout n'est pas encore fixé et normé. Du coup, les comptables, en général, ils s'arrachent les cheveux parce que comment gérer les comptes. Donc, aujourd'hui, il y a plus ou moins des pratiques, il y a plus ou moins des bases de connaissances à mettre en place qui vont faire que juste le comptable va devoir plus ou moins comprendre, OK, si j'accepte, moi, dans mon business, j'accepte les paiements crypto, quelle est la crypto de base? Est-ce que j'accepte dans n'importe quelle crypto ou au final, j'accepte Ethereum, en Bitcoin, en BNB, tout ça. Donc, juste voir ça. Et après, là où les comptables s'arrachent aussi les cheveux, c'est la conversion de la valeur de ces cryptos qui fluctue tellement que il va bloquer son bilan comptable à date. Le lendemain, il y a 20% qui a changé. Donc, c'est quand même une très grosse complexité pour le comptable sur cette partie-là. C'est juste, en tout cas, comprendre quelques éléments de base qui peuvent permettre de faire ça. Notamment, après, on peut parler aussi hein, de security token. Comment est-ce qu'on peut faire pour potentiellement faciliter la revente ou le fait de vendre des parts ou le fait de léguer des parts, ce genre de choses qui pourront arriver avec les security tokens. Mais en fait, c'est juste pouvoir permettre aux comptables d'avoir une formation et d'avoir une photographie à date de comment a évolué ce milieu-là, comment il peut évoluer et juste lui donner les outils pour pouvoir continuer régulièrement de se former. Et lorsqu'on a déjà une base, et c'est surtout, moi, dans mes formations, l'un des premiers points que j'essaye de remettre à plat, c'est la peur de l'inconnu. Parce que très souvent, comme on a l'impression que c'est quelque chose qui est tellement loin, complexe, compliqué, si, ça, bon, au final, on se retrouve à nous-mêmes nous brider parce qu'on se dit, ah, c'est trop compliqué. Ah, ça me fait déjà mal à la tête. Alors que dès qu'on a compris les bases, au final, on a une certaine curiosité qui nous permet au final bah, on a juste à lire un article pour être à jour. Et c'est ça il faut vraiment mettre passer ce palier de la peur de l'inconnu et la complexité. Et dès qu'on a compris le VAPA, bah, au final, c'est très simple de pouvoir se former là-dessus. Mais effectivement, j'ai pas pris l'exemple le plus simple avec le comptable parce que oui, il y a toute une réglementation. Après, il y a des normes comptables, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. C'est un métier qui va évoluer pour les comptables qui vont se spécialiser, on va dire, Web 3. Mais sur d'autres métiers, moi, ce que j'ai compris, c'est que, bah, par exemple, une assistante virtuelle, bah, elle reste assistante virtuelle. Mais par contre, il va bien falloir que tu comprennes le milieu du Web 3 pour pouvoir aider ton client
parce que du coup, les problématiques qu'il a sont pas les mêmes. Dans le Web 2, un community manager, quand tu vas publier sur des réseaux sociaux classiques, Instagram, etc., tu as beaucoup moins d'engagement que quand tu es community manager dans le Web 3, où tu as des groupes Discord où les gens sont hyper engagés. Donc, c'est un milieu vraiment où il y a vraiment beaucoup des communautés. Moi, je suis dans pas mal de groupes Discord et c'est vrai que c'est génial parce que les gens sont actifs en fait. Et ce ne sont pas des porteurs de projets, mais ils sont hyper actifs. Donc, c'est vraiment ça la différence sur la plupart des métiers. Mais je pense que c'est vraiment, voilà, si on est curieuse et qu'on s'intéresse au sujet et qu'on veut à minima comprendre un peu c'est quoi le Web 3, c'est quoi la finance décentralisée, c'est quoi le web décentralisé, tout ça. Je pense qu'il y a moyen de prendre sa place, surtout maintenant, on est vraiment aux prémices. Et c'est là où on ne te demande pas d'être tech pour comprendre, on ne te demande pas d'être tech pour y travailler. Généralement, bon, si tu parles anglais, c'est bien. Et si tu as un intérêt pour la chose, il y a moyen de se reconvertir dans ce milieu-là. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne sais pas ce que tu en Mm. penses. Bah, moi, à titre personnel, je suis totalement d'accord avec toi. Et après, j'espère que d'ici d'ici les prochains mois, je pourrais offrir une formation qui pourrait permettre à tout le monde de venir et quelque chose de legit, pas une formation dans le trading ou autre, mais vraiment quelque chose qui reprend un peu des bases, qui permet à tout le monde d'avoir des bases solides, projet dans le Web3, d'être dans le Web3, pour réellement permettre aux gens de travailler. Parce que dans le Web3, on a ce besoin. Et il y a un très, très, très gros besoin de formation dedans. Du coup, ouais, voilà ce sur quoi j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Mais c'est génial, hein, ce côté-là, parce que c'est hyper important. Et là, du coup, je pense que tu t'adresses, enfin, c'est plus que pour les écoles. Tu fais bien de cibler les écoles parce que, bah, voilà, les personnes derrière qui vont travailler, tu les formes déjà. Mais là, tu parles d'une formation pour le grand public. J'espère, d'ici la fin de l'année, commence d'abord, si les choses se passent bien, il se peut que d'ici fin 2023, je puisse créer ma plateforme et dispenser des cours en B2C, soit j'ai pas encore établi le format, je sais pas si ça sera des cours. En tout cas, je me laisse libre cours à l'idée. C'est pas sûr même que ça sorte cette année, mais dans mon point de vue personnel, l'idéal, ouais, ce serait que fin d'année, je puisse sortir soit des cours par session, des promotions chaque 3 à 6 mois, ou est-ce que ce sera des cours préenregistrés, achetés, je verrai un peu comment. Mais ouais, je pense après les écoles, ça sera le monsieur, madame, tout le monde. Non, mais c'est super cool. Moi, je vais suivre ça et je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Déjà de pouvoir comprendre, mais sans qu'on se prenne la tête à jargonner ou à se dire il faut être tech pour comprendre. Voilà, pour tout le monde, le commun des mortels, vous allez pouvoir comprendre. Donc, je vais suivre ça avec attention. Et ben, pour terminer, on va rester sur un peu de pédagogie. Je voulais que tu nous dises, selon toi, donc c'est vraiment ton avis à toi, après, on n'est pas forcément d'accord, mais quelles sont les bonnes pratiques à avoir avant de réaliser un investissement dans les cryptos? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais Alors, ça, c'est ton avis perso. Ouais. la bonne pratique, c'est déjà ce qu'on appelle dans le milieu des cryptos, c'est do your own research, Dior. Donc, faites vos propres recherches. Les on m'a dit, c'est le pire ennemi du monde. C'est le pire ennemi de l'investisseur. Faites vos propres recherches. N'investissez que dans ce que vous comprenez. Surtout au tout début, en fait, il y a tellement de projets. On a envie d'investir dans 15 projets. Moi, je me rappelle au tout début, j'investissais effectivement dans une vingtaine de projets. Après, quand je me suis reposé, je me suis dit, ouais, mais une vingtaine de projets, je dilue tellement le risque que lorsque je gagne d'un côté, bah, en fait, je perds de l'autre et je peux pas tout suivre en même temps. Du coup, moi, mon portefeuille, actuellement, il n'y a pas plus de 5 cryptos. Au maximum, il y en aura 10, mais j'investis que dans celles dans lesquelles je crois vraiment. Il y a aussi une notion de momentum et tout ça, mais très clairement, j'investis que dans des projets auxquels je crois, que je comprends et que je suis. Donc, le fait de se former, et c'est pour ça que je suis dans la formation, parce que pour moi, c'est le b.a.-ba. Vraiment, se former aux bases, c'est le plus important et faire attention aussi aux scams. Moi aussi, je vais lancer un podcast sur le Web3 qui va arriver dans les mois à venir. Et dedans, j'ai une personne qui a été victime de scam.
et ça peut arriver à tout le monde. Mais si on se forme et qu'on connaît un tout petit peu les bases, je pense qu'on peut éviter pas mal de choses. Donc, formez-vous, formez-vous, formez-vous. C'est le premier point. Renseignez-vous. Et après, le plus important après, c'est de commencer. Parce que sinon, on se forme. Il y a des gens des PhD, des masters, des doctorants, tout, mais n'ont jamais fait. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit en théorie, entre la théorie et la pratique, il n'y a pas de différence. En pratique, si. Je suis totalement d'accord. Franchement, si c'est juste pour se former et jamais passer à l'action et attendre que le truc parfait arrive, ben, tu vas jamais investir. Et puis, donc, si je reprends bien tes points, c'est se former, comprendre les projets dans lesquels on investit et pouvoir les suivre. C'est sûr que quand tu as trop de projets, si tu en as 30, tu peux pas tous les suivre. Donc, forcément, je trouve que 5, c'est vraiment super bien parce que là, tu es vraiment à fond dedans. Tu peux vraiment suivre les communautés, voir ce qui se passe, l'actualité. Donc, je trouve que c'est déjà bien, 5. Bon, c'est sûr qu'on peut faire plus si on est vraiment dedans. Toi, tu es totalement dedans. Mais trop bien pour le podcast. Du coup, j'ai même pas besoin de te poser des questions. C'est quoi tes prochains projets et tout? Podcast Web3, j'adore. Moi aussi, je vais en faire un troisième là, sur le Web3. Et du coup, ce sera quoi le concept? Donc, tu vas interviewer des personnes, tu vas faire des solos. Alors, pour l'instant, ça sera surtout de l'interview, podcast full Web3. Je vais interviewer des professionnels du milieu de la blockchain, avec des très, très gros profils. On va aller chercher un peu les rockstars du milieu de la blockchain dans un premier temps français. Après, on va voir s'il y a une capacité à le faire en anglais ou autre, on verra. Mais pour l'instant, on va vraiment aller chercher des professionnels dans le milieu de la blockchain, avoir des conversations de haut niveau. Donc, ça va pas forcément être quelque chose qui sera très ouvert aux newbies, à ceux qui viennent d'arriver dans le milieu de la blockchain, même si il y aura, parce que mon objectif c'est quand même former, il y aura des petits podcasts qui vont faire un peu de formation, donc des versions un peu plus courtes qui, elles, seront vraiment sur des mots-clés qu'on retrouvera dans le podcast pour permettre quand même aux gens qui ne s'y connaissent pas de mettre un pied dedans. Donc c'est quelque chose qui va arriver très vite, euh, podcast vidéo, et qui va arriver certainement à la fin du mois. Ah ouais, carrément. Ah, c'est aussitôt que ça. Trop bien. Ouais, on va commencer à enregistrer à la fin du mois et je pense que dès les deux premiers, plutôt le début du mois prochain plutôt, dès qu'on en a enregistré deux, trois, on lance dans la foulée et après on continue d'enregistrer. Mais ouais, tout est déjà prêt actuellement, tout est déjà prêt maintenant. Faut juste D'accord. que j'enregistre. Mais comme je pars aux États-Unis pour représenter Black Network à la fin de la semaine là. Waouh. Euh, je, Ça a retardé un peu le projet. Ah, je savais pas du tout. Donc là, on est au mois de mars qu'on enregistre. Donc d'ici avril, tu penses que enfin, tu veux nous dire le nom ou pas? Et évidemment, je suis en train de voir, mais ce sera Domino Podcast. Ok, d'accord. Ben, franchement, Voilà. trop bien. Moi, j'ai trop hâte. Je pense que je vais m'abonner direct. Donc, je voulais savoir, ben, pour les personnes qui veulent savoir quand tu vas sortir ta formation, le podcast, qui veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que tu préfères qu'on te suive? On peut me suivre sur LinkedIn, donc Samuel Dico, Samuel Samuel et Dico Vicko, pas comme les chips. Et sur Instagram, le podcast, la page du podcast est déjà créée. Ça s'appelle Domino Podcast. Il n'y a rien pour l'instant, mais vous pouvez déjà aller suivre. Ou sinon, moi, mon Instagram, c'est onclesam.fr. Mais bon, pour l'instant, c'est plus un Instagram perso que je fermerai, je pense, quand les autres, en tout cas, je mettrai en privé lorsque les podcasts vont sortir pour garder un peu ma petite bulle perso. Mais pour Ça l'instant, ça marche de reste toute ouvert pour les façon. gens. Donc, si les gens Ok. veulent, follow. Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode, de toute façon, toutes les ressources avec tes comptes et comment te suivre. Et je pense que ben, l'épisode, c'est très bien. Il va sortir au moment où il y aura déjà des épisodes de podcast, donc ça va être génial. Comme ça, les personnes Ok, bah top. qui vont nous Plaisir. écouter, vous gardez vos casques aux oreilles et vous écoutez le premier épisode de Domino. Ouais, j'espère, ouais. Normalement, début avril, premier épisodes de Domino, ils sortent. Vous les retrouvez sur YouTube et toutes les plateformes. Impeccable. J'adore. Et on espère que ça va être à la hauteur.
Ben, merci beaucoup Samuel, c'était hyper intéressant. J'ai appris encore plein de trucs. Ça me donne encore en plus envie de me former au Web3. Donc merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci à toi, c'était un plaisir de ce moment-là et au top et à bientôt pour de nouvelles, hein. Super. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous les investisseuses.